En effet, on a été victime de mutations qui nous ont donné un cerveau hypertrophié. Normalement, un primate qui fabrique son cerveau dans le ventre de sa maman met en place 7 ou 8 milliards de neurones maximum. Nous, c'est 100, ça peut être bien 200 milliards. Ça tient de la place et la nature n'a rien prévu puisque le bassin des femelles humaines est scandaleusement étroit. Parlez-moi des Néandertals, les femelles avaient un large bassin, c'était peut-être pas aussi joli, mais ça permettait aux bébés de passer. Nous, pensez-vous, elles sont ratées, et bon, c'est comme ça. Toujours est-il que ça pouvait être la fin de l'espèce, puisque le crâne du bébé est trop gros par rapport au bassin maternel. Elles ont inventé de faire naître le bébé bien avant qu'il ne soit terminé, beaucoup trop tôt, au bout de 9 mois. Mais il peut encore passer, et puis c'est une fois dehors qu'il va ajouter, il va terminer la construction de son cerveau. C'est une chose rarement dite, mais il faut bien voir qu'entre un petit chimpanzé et nous, une des différences importantes, c'est que le petit chimpanzé, quand il naît, il a un cerveau qui est à 60% de sa taille adulte. Nous, c'est à peine le quart de la taille adulte. Donc le bébé qui naît, il n'est vraiment pas fini. Donc il n'a aucune capacité, c'est une larve, personne n'en voudrait si ce n'était pas nous, et il a une probabilité de survie qui est extrêmement faible. Ça commence par vraiment une mésaventure. Mais une fois qu'il est dehors, il peut construire son cerveau, et pour le construire, il ne met pas en place beaucoup de neurones, ils sont déjà là à la naissance, mais il met en place énormément de connexions. Et arrivé à la puberté, s'il y a des élèves ici, arrivé à la puberté, ils ont en place environ 10 000 connexions par neurone. 10 000 multiplié par 100 milliards, ça fait 1 million de milliards. 1 million de milliards de connexions dans la tête d'un enfant de 15 ans. À ce moment-là, on fait un peu d'arithmétique. 15 ans, c'est combien de secondes? Faites le calcul, c'est 500 millions. 1 million de milliards de connexions, il a fallu 500 millions de secondes pour les mettre en place. Donc le rythme moyen, faites la division, c'est 2 millions par seconde. Et me voilà devant un enfant avec un autre regard. À chaque seconde, en moyenne, il met en place dans son cerveau 2 millions de connexions. Alors ceux qui m'écoutent là, multipliez par le nombre de secondes de mon discours et du discours d'avant, et dites-vous que dans votre cerveau, des milliards de connexions sont en place, qui n'étaient pas là tout à l'heure, et qui vous ont transformé complètement le cerveau. Vous n'êtes plus ce que vous étiez tout à l'heure. C'était un piège. Alors défendez-vous, ou profitez-en pour fabriquer autre chose en même temps. Mais je crois qu'on est là devant la définition de la diversité humaine fabuleuse. Non seulement au moment de la procréation, de la conception, c'était du n'importe quoi, mais après, au moment de la construction de toutes ces connexions, c'est encore plus du n'importe quoi, puisque qui dirige ces connexions? Qui fait que ça va aller entre là et là ou là et là? Ça ne peut pas être le patrimoine génétique. Le patrimoine génétique, bien sûr, apporte beaucoup d'informations. Comment fabriquer Albert Jacquard? J'ai reçu des informations pour ça, mais pas pour construire mon cerveau. Car mon patrimoine génétique, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'informations. 10 000, 30 000, 40 000 informations, certainement pas plus. Pour fabriquer tout ça, ça va pour fabriquer le cœur, la rate, le foie, mais pour mon cerveau, ça ne tient pas. Donc, ce n'est pas mon patrimoine génétique qui a mis en place mon cerveau. Qu'est-ce qu'il a mis en place? C'est tout ce qui lui est arrivé depuis. Autrement dit, on est devant l'évidence que notre cerveau, et au fond toute notre intelligence, toute notre personnalité, va être le produit de 2 séries d'informations. Ce que nous a donné la nature et ce que nous a donné notre aventure. Et de très loin, ce qui est le plus important, bien sûr, c'est l'aventure. Enfin, le plus important, quelquefois la nature nous donne des choses qu'il vaudrait mieux percevoir. Les enfants qui ont eu de la mucoviscidose, les enfants qui ont la chorée de Huntington, etc. C'est la nature qui fait ça, et on lutte contre elle pour essayer de corriger. Par contre, l'aventure, c'est tout ce qui va nous arriver, d'abord pendant l'enfance, et ensuite pendant toute la vie. Si bien qu'on est là devant l'évidence que ce qu'il y a de plus riche, c'est justement le fait de n'être pas comme l'autre, d'être différent, d'être autre. Voilà, mon discours pourrait s'arrêter là, devrait s'arrêter là. Malheureusement,
On est dans une société où, quand on entend dire que lui et elle, ou lui et lui, ils ne sont pas pareils, on a le réflexe de poser la question, stupide, lequel des deux est supérieur à l'autre. Autrement dit, là, je crois qu'il faut être bien conscient de l'importance de l'erreur logique, de confondre une différence avec une hiérarchie. Je ne suis pas comme l'autre, bien sûr, ça serait vraiment étonnant. Mais je ne suis même pas, si un jour on le fait, je ne suis même pas identique à mon clone. Évidemment pas. Toutes ces histoires de Raël et compagnie sont absurdes. Alors effectivement, le clone d'un individu, quel qu'il soit, aura le même patrimoine génétique. Peut-on supposer, quoi, c'est pas, bon, c'est pas garanti. Admettons qu'il ait le même patrimoine génétique, mais il n'aura pas pour autant les mêmes connexions cérébrales. Il y a des quantités de choses qui vont être complètement différentes. Par conséquent, mon clone n'est pas moi. Parce que moi, qu'est-ce que je suis? Je suis ce qu'a créé la nature, oui, mais pas seulement. Une bactérie, bon, ben, elle est ce que la nature lui a envoyé. Mais moi, j'ai toute une aventure qui fait que je me suis différencié de ce que j'avais au départ. Si bien que, oui, je suis différent, mais pour autant, je n'accepte pas d'être supérieur ou inférieur. Parce que ça ne signifie rien. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de logique. Malheureusement, cette leçon de logique, elle est rarement bien comprise. Et là, je crois, vous me le permettrez, de faire un petit détour par la logique actuelle des nombres, des mathématiques. Je vais vous faire un cours de maths, et vous allez voir, c'est très pittoresque. Un nombre, qu'est-ce que c'est? Tout le monde sait. Je mesure 1m65, lui il mesure 1m70, donc il est plus grand que moi, etc. Donc on a inventé les nombres, on a inventé les chiffres pour les écrire, etc. Mais quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Et voilà ma leçon d'arithmétique, qui est faite par un des plus grands matheux du XXe siècle, John von Neumann. Il vous dit, si vous le rencontrez, ou il vous disait, parce qu'il est mort maintenant, les nombres, vous croyez ce que c'est, savoir ce que c'est. Vous dites 25, vous dites 32, mais vous ne réfléchissez pas. Je vais vous apprendre ce que c'est que les nombres. Et pour cela, je vais mettre devant vous deux tas. Un tas de grenouilles, un tas d'escargots. Faites-vous une différence, madame, monsieur? Ben oui, je sais bien qu'une grenouille, c'est pas comme un escargot, les deux tas sont différents. D'accord. Il enlève des grenouilles, il enlève des escargots. Faites-vous une différence? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il vient un moment où il a enlevé toutes les grenouilles et tous les escargots. Faites-vous une différence, madame, entre un tas de grenouilles où il n'y a plus de grenouilles et un tas d'escargots où il n'y a plus d'escargots? Ça vous fait rire, mais c'est très profond. Et naturellement, en réfléchissant bien, vous dites, ben non, bravo. Vous venez d'inventer les deux premiers nombres. Le 0, c'est l'ensemble vide, et le 1, c'est l'ensemble des ensembles vides. Car l'ensemble vide existe, puisque vous venez de le voir. Mais des ensembles vides, vous venez de me dire que celui-là et celui-là, c'était pareil. C'est donc qu'il n'y en a qu'un. Et par conséquent, ça vaut le coup. Hein. Moi, ça me fait plaisir. Et je vois quelqu'un qui a peut-être un l'âge scolaire, qui a l'air d'être sacrément intéressé. C'est formidable. Il faut y revenir à plusieurs reprises. Et avant de s'endormir, je se dire, est-ce que je fais une différence entre mes grenouilles et mes escargots? Bon, eh bien, c'est magnifique, parce que ça vous met devant l'existence du premier nombre, c'est pas le 1, c'est le 0. Le début de l'énumération, c'est pas le 1, c'est le 0. C'est l'absence qui crée la possibilité de présence. Et vous voyez, il se trouve que j'ai écrit un bouquin qui a eu un titre spécial, qui est Dieu, point d'interrogation. Ça m'a valu de rencontrer des théologiens. Dans mon histoire de grenouille, d'escargot, les a intéressés, parce que qu'est-ce que ça veut dire le monothéisme? Il n'y a qu'un Dieu. On va commencer par 0. Mais, et je vous assure que les théologiens sont passionnés par ce genre de choses, parce qu'ils disent, mais au fond, on ne va pas se battre. Toi, tu en es à 1, moi j'en suis à 0, et au fond, c'est le cheminement. Le athée, il faut un athée d'abord pour arriver au monothéiste, etc. Bon, éventuellement, on peut continuer. Mais je crois que c'est une façon de poser le problème infiniment plus riche.
Décidément, vous aimez les mathématiques, ça fait plaisir. Alors, vu comme ça. Alors, du coup, je me dis que les nombres, ça représente une activité intellectuelle extraordinairement riche, et il ne faut pas employer les nombres n'importe comment.